On s'est tous déjà fait la remarque, non? On ouvre une appli et tout est simple, limpide. Et puis une autre, et là c'est plus chargé, plus dense. Eh bien ce n'est pas du tout un hasard. En fait, derrière chaque clic, chaque swipe, il y a toute une philosophie de design qui se cache. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 3 grands styles qui ont littéralement façonné notre monde numérique. Le flat, le métro et le matériel. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est quoi le design d'interface? Ensuite, on part à la découverte du flat design, puis du style métro de Microsoft, et on terminera avec le matériel de Google. À la fin, on les mettra face à face, et on essaiera de voir ce que l'avenir nous réserve. Allez, c'est parti! Bon, première étape, qu'est-ce que c'est au juste le design d'interface? Parce que non, ce n'est pas juste une question de faire de jolis boutons. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Ce sont toutes ces règles invisibles qui font qu'une appli est un pur plaisir à utiliser ou, au contraire, une véritable source de frustration. C'est vraiment la question de départ. Cette impression qu'on a tous, ce sentiment qu'une application est facile ou compliquée, eh bien ça ne tombe jamais du ciel. C'est le résultat, direct et voulu, d'une philosophie de design bien précise qui se cache derrière l'écran. Pour le dire simplement, le design d'interface, c'est à la fois un art et une science. L'objectif, rendre la technologie pas seulement fonctionnelle, mais aussi agréable, intuitive. C'est en quelque sorte le pont qui relie l'humain à la machine. Allez, on attaque le premier gros morceau, le flat design. Pour bien comprendre d'où il vient, il faut se souvenir de ce qu'il y avait avant. On était dans une ère de design qu'on appelle skeuomorphique. On se souvient des fausses textures de cuir dans les agendas, des boutons qui essayaient d'avoir l'air super réaliste. Le flat design, c'est une réaction à tout ça. L'idée, c'était de faire table rase et de revenir à une simplicité radicale. Le mot d'ordre ici, c'est l'honnêteté, une sorte d'honnêteté numérique. Un bouton ne va pas faire semblant d'être un objet physique en relief. Non, il assume complètement ce qu'il est, un simple rectangle sur lequel on peut cliquer, sur un écran qui est plat, c'est tout. Et avec ces principes, on obtient un look qu'on reconnaît tout de suite. Tout est net, tout est direct, il n'y a rien de superflu. La typo, les couleurs, ce ne sont pas des décorations. Non, ce sont les outils principaux qui servent à guider l'œil et à organiser l'information. Évidemment, une approche aussi radicale, ça a des avantages et des inconvénients. Le gros plus, c'est que c'est super efficace, léger et donc rapide à charger. Parfait pour le web. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en enlevant tous les indices visuels comme les ombres ou les reliefs, on peut parfois se retrouver un peu perdu. On regarde l'écran et on se demande « Attends, c'est un titre ou c'est un bouton? Où est-ce que je suis censé cliquer ?» On passe maintenant à Microsoft et à une approche qui, à l'époque, a vraiment fait l'effet d'une bombe, le style métro. On l'a surtout vu sur Windows Phone et Windows 8. Leur mantra était simple, mais super radical, le contenu avant le Chrome. En gros, l'idée c'est que l'information elle-même devient l'interface. Avec Metro, on est dans le royaume de la typographie. Le texte n'est pas juste un élément dans le design. Non, le texte, c'est le design. Et puis, bien sûr, il y a l'élément iconique de Metro, les fameuses tuiles dynamiques. Ces carrés d'informations vivants qui remplacent les bonnes vieilles icônes, toutes statiques. La philosophie derrière est très, très forte. On élimine tout le superflu. Tout ce que Microsoft appelait le chrome, c'est-à-dire les cadres, les bordures, les fioritures, tout ça à la poubelle. Il ne reste que l'information brute. Même le mouvement, l'animation, n'est pas là pour faire joli. Il a un but, guider le regard de façon logique et fluide. Alors c'est vrai, l'approche métro est hyper efficace pour afficher beaucoup d'infos de manière très claire. Le problème, c'est que cette structure en grille, très stricte, peut donner une impression de rigidité. C'est moins fun, moins joueur que d'autres styles, et ça a un peu dérouté pas mal de monde à l'époque. Et on arrive au 3e grand acteur, le géant qui a réussi à unifier l'expérience sur des milliards d'appareils, Google, avec son fameux Material Design. Et là, l'idée de génie, c'est d'utiliser une métaphore qu'absolument tout le monde peut comprendre, celle du papier et de l'encre. En fait, le Material Design, c'est un peu le meilleur des deux mondes. D'un côté, il garde la clarté, les aplats de couleurs vives du flat design, mais de l'autre, il réintroduit intelligemment des concepts du monde réal. La profondeur, les surfaces, les ombres, tout ça pour rendre les interactions beaucoup plus intuitives. Le concept absolument fondamental ici, c'est ce qu'on appelle l'axe Z. C'est la dimension de la profondeur. Dans le Material Design, les éléments ne sont pas juste les uns à côté des autres sur une surface plane, non. Ils sont superposés à différentes hauteurs comme des feuilles de papier. Et comment on sait qu'un élément est au-dessus d'un autre? Grâce à son ombre. C'est ce petit détail qui change tout et qui rend l'interface si facile à comprendre. Le Material Design, c'est super puissant parce que Google fournit un guide d'utilisation ultra complet. C'est génial pour les développeurs. Mais
Et c'est là que l'arme est à double tranchant. Si tout le monde suit les règles à la lettre, eh bien toutes les applications finissent par avoir un peu la même tête. Ce fameux look Google qu'on reconnaît partout. Bon, on a exploré les 3 philosophies en détail, maintenant c'est l'heure de la confrontation. Mettons-les côte à côte pour vraiment voir ce qui les différencie. Ce tableau y résume parfaitement le match. D'un côté, le flat design, minimaliste, purement 2D. Au milieu, le métro. Tout est basé sur la typo et la grille pour un max de clarté. Et enfin, le material design, l'idée d'un monde tangible avec des couches superposées. Mais si on devait retenir une seule chose, la vraie, la grosse différence, c'est la profondeur. Elle n'existe tout simplement pas dans le flat et le métro, alors qu'elle est au cœur même du material design. C'est elle, avec les ombres et les superpositions, qui organise toute l'interface. Ok, on a bien regardé dans le rétroviseur, maintenant tournons-nous vers l'horizon. Qu'est-ce qui nous attend? Où est-ce que toute cette évolution nous mène? Finalement, si on prend un peu de recul, toute cette histoire du design d'interface, c'est une seule et même quête: rendre la technologie plus humaine, plus simple, plus intuitive. On est passé du minimalisme pur du flat au contenu roi du métro pour arriver à la métaphore physique du matériel. Chaque style a été une réponse aux limites du précédent, apportant sa propre vision. Et cette phrase, elle résume tout. Le but ultime, le Graal de tout designer d'interface. Le meilleur design, c'est celui qu'on ne remarque même pas. Celui qui est tellement naturel, tellement fluide, qu'il s'efface complètement pour nous laisser faire ce qu'on a à faire sans friction. Et ça, c'est la grande question pour le futur. Parce que la technologie, elle ne s'arrête pas. Elle avance vers la voix, les gestes, l'intelligence artificielle. Alors si demain, l'écran n'est plus le centre de tout, à quoi va ressembler une interface? Comment est-ce qu'on va designer une conversation avec une IA ou des gestes dans un monde en réalité augmentée? La prochaine révolution du design, elle est peut-être déjà en train de commencer, sous nos yeux.